Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode BookTube que je vous présente dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide qui a lieu du 1er au 7 février en ce moment. Donc, le thème cette année de la semaine de la prévention du suicide, c'est « Tendre la main, soutenir l'espoir ». Donc, très important de briser l'isolement, de se rassembler, d'avoir quelqu'un à qui parler, d'être en mesure d'écouter. Ce thème-là implique plusieurs sujets importants et intéressants à explorer. Donc, j'ai pensé aujourd'hui vous présenter un tout petit livre, tout petit, qui est vraiment très intéressant puis qui nous parle d'un des éléments pour prévenir la détresse. Donc, c'est un livre de Françoise Dorn qui s'appelle « Le petit livre de la bienveillance ». Un petit livre grand comme ma main. Donc, ouvrez votre cœur aux autres. Je trouvais ça intéressant comme symbolique parce que le fait d'être bienveillant envers les autres, de veiller au bien des personnes autour de nous, c'est important pour prévenir la détresse, mais on parle aussi dans ce livre-là d'auto-bienveillance. Donc, comment être compréhensif, patient, avoir de l'empathie pour soi-même aussi, qui est très, très, très important pour prévenir la détresse. Donc, ce livre-là, on nous dit ici, disputes, tensions, agressivité, notre quotidien est souvent sujet à la violence et au stress. Comment rester serein et s'épanouir dans ce climat négatif grâce à la bienveillance? Donc, cette valeur qui nous porte à désirer le bonheur d'autrui, mais aussi le nôtre, on ne l'oublie pas. Ce n'est pas inné, il s'agit d'une façon d'être qui s'apprend. Ce petit livre vous donne toutes les clés pour voir le meilleur en chacun et être bienveillant au quotidien grâce à des outils pratiques tels que l'optimisme, la compassion, la communication non violente ou l'empathie. Donc, bienveillance, c'est vraiment un mot qui revient dans la notion de solidarité, d'être ensemble, l'entraide, le soutien dans la communauté, dans notre quotidien avec tout le monde qu'on rencontre. Donc, très, très intéressant. Puis là, j'ai des petits post-it ici parce qu'il y a des éléments que je voulais partager avec vous. Donc, ce qu'on aime beaucoup dans ce livre-là, il y a un sommaire, une table des matières, donc on aime beaucoup. Partie 1, cultiver la bienveillance envers soi-même. Intéressant qu'on commence avec ça. Partie 2, être dans la bienveillance avec les autres. Partie 3, les chemins de la bienveillance. Partie 4, c'est leçons de bienveillance venues d'ailleurs. Donc, l'approche bouddhiste, le wabi-sabi, les 4 accords toltèques, tout ça là-dedans. C'est tout petit, mais il y a tellement d'informations. C'est vraiment, vraiment beau. Donc, première chose que je veux partager avec vous, vous allez voir dans ce livre-là, il y a des exercices. Il y a des auto-questionnaires, il y a des réflexions qu'on peut faire pour notre cheminement, pour apprendre à se connaître, pour voir où est-ce qu'on en est à notre niveau ou notre degré d'auto-bienveillance aussi. Donc, très intéressant. Puis là, on a un test ici, la bienveillance et vous. Donc, par exemple, on nous donne des mises en situation, puis il faut répondre. Donc, le dîner chez vos amis traîne en longueur et vous êtes fatigué. Première réponse, vous prenez votre mal en patience. Deuxième réponse, vous respectez l'heure limite que vous vous êtes fixée pour préserver votre sommeil. Troisième réponse possible, vous prenez congé en douceur en expliquant votre état. Quatrième réponse possible, vous vous levez brusquement en prétextant une urgence. Donc, il y a plusieurs mises en situation comme ça qui vont nous aider à voir au niveau de notre niveau de bienveillance à quel degré il se situe, dans quelle situation on a plus de difficultés peut-être à être bienveillant, nos zones de vulnérabilité, les fragilités qu'on peut avoir. Très intéressant. Puis en fait, ce que je trouve fascinant, puis ce que j'aime beaucoup, c'est que tout ça, c'est dans un mini-livre, là. Il est tout petit. À un moment donné, dans ce livre-là, vous allez reconnaître la pyramide de Maslow. Ben oui,
Donc, on va aller explorer nos besoins. Quels sont les besoins comblés, les besoins non comblés? Qu'est-ce que je peux faire pour mieux prendre soin de moi à partir de maintenant? Donc, vous voyez, il y a des espaces pour écrire ici des questions, des espaces. Et ensuite de ça, on parle de la communication non violente. Donc, comment je fais pour exprimer mes limites, exprimer mes besoins de façon claire, de façon respectueuse, de façon bienveillante et claire. Je reviens à clair. Donc, c'est possible d'être clair, d'être ferme, dans le respect et la bienveillance, donc la communication non violente. On nous parle de ça dans ce livre-là. Ensuite, on a quoi? Dans ce livre-là, on a un exercice pour nous aider à formuler une demande. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que quand on vit des émotions, un défi, une épreuve, du stress, de l'inquiétude ou de la détresse, il y a différents niveaux, hein? Donc, c'est important de savoir comment s'exprimer, puis comment demander de l'aide, comment formuler des demandes. Donc, on l'a dans ce livre-là. Apprendre à demander, c'est décider d'accepter l'aide des autres, lâcher le tout faire toute seule qui conduit parfois à l'épuisement, à l'insatisfaction ou à l'isolement. C'est prendre soin de vous en vous donnant le droit de satisfaire vos besoins, en vous accordant importance et reconnaissance. Mais demander, ça se prépare. OK? Donc, préparez votre demande. On a un exercice ici, puis on peut écrire. OK? Choisissez une demande que vous souhaitez formuler. J'ai besoin de, puis là, tu écris de quoi tu as besoin, et je souhaite demander telle chose. Pour oser demander, posez-vous les questions suivantes. Quels sont les risques à demander? Que peut-il m'arriver de positif si je demande? Quel besoin vais-je satisfaire et à qui vais-je demander? Quelle personne je vais demander? La bonne personne, c'est important. Quel est le meilleur moment pour formuler ma demande à cette personne-là? Et je demande quoi? C'est précieux quand même. Puis ici, on nous dit, pensez à soigner la forme, le contact, à prendre le temps d'établir la relation avec la personne, tu sais, une relation de confiance pour pouvoir être à l'aise de s'exprimer. Vérifiez que notre demande répond bien à ces critères. Est-elle précise, concrète, exprimée en termes positifs, réalisables et laisse-t-elle le choix à l'autre d'accepter ou non? On fait une demande. On n'exige rien. Donc ça aussi, c'est important. Est-ce que la personne sent que c'est une vraie question? Parce qu'une vraie question, j'ai le choix de répondre oui ou non. Je peux ou je peux pas, ou pas maintenant, ou peut-être demain, ou oui. Tu sais, toutes les réponses sont possibles. Donc, quand on fait une demande, c'est important qu'on soit conscient qu'on peut avoir toutes ces réponses-là. Pour ça, c'est important d'avoir un plan B, C, D et E aussi. Donc, puis il y a une belle citation ici de Paulo Coelho qui dit « Lorsque vous dites oui aux autres, assurez-vous que vous ne dites pas non à vous-même. Hein? » On l'a déjà entendu, mais ça fait du bien de se le rappeler. Dans ce livre-là, on nous parle aussi de différentes notions qui peuvent nous aider dans notre réflexion, comme par exemple, on nous parle des différentes blessures. Donc, les blessures sont lesquelles, là, je pense qu'il y a comme un aura de Lise Bourbeau ici, là. Donc, la blessure de rejet avec le masque du fuyant, on nous parle de ça. C'est très résumé, là. OK? C'est un tout petit livre, là, mais tout est là. Vraiment, vraiment intéressant. Ensuite de ça, le mécanisme de défense de fuite dans la blessure de rejet, le défi qui est là, ensuite la blessure d'abandon avec les mêmes éléments, la blessure d'humiliation, de trahison et d'injustice. Donc, on explore tout ça et on explore ces différents mécanismes-là, comment ils sont activés dans ma vie, comment ça m'aide, comment ça me nuit, comment je pourrais gagner à faire les choses autrement, peut-être. Une belle exploration qui peut nous aider. Ensuite de ça, dans ce livre-là,
on a un exercice qui est super beau ici, celui-là, qui nous dit « Pensez à une situation conflictuelle et à quelque chose que vous aimeriez partager. Exprimez-vous en complétant les phrases suivantes. Lorsque je vois ou j'entends telle chose, je me sens de telle façon. Parce que j'ai besoin de telle chose et je te demande ceci. » C'est clair, respectueux, bienveillant et on revient à clair. Okay? Donc, il y a beaucoup d'exercices pour nous aider à formuler différents éléments. Puis là, quand on parle de bienveillance, il y a différents éléments qu'on explore dans ce livre-là, comme l'empathie. Donc, qu'est-ce que l'empathie et c'est quoi la différence avec la sympathie et avec la compassion? On explore ça dans ce livre-là. On explore aussi, celui-là, je l'ai beaucoup aimé, on explore la capacité d'émerveillement. Puis ça, quand on vit des défis, des épreuves, quand on est en détresse, souvent, on a comme des œillères puis on broie du noir. Hein? On voit plus rien de bon. Donc, l'émerveillement, c'est une capacité à vraiment à cultiver puis à essayer de nourrir à tous les jours pour être capable de garder cette faculté d'être émerveillé même quand ça va mal. OK? Puis la citation ici que j'aime beaucoup de notre ami Albert Einstein, qui a dit « Il y a que deux façons d'envisager la vie. La première est de croire que rien n'est merveilleux. La seconde est de considérer que tout tient du miracle. Je choisis la seconde. » Donc, pour moi, il y a une différence entre l'émerveillement et l'optimisme ou le positivisme. L'émerveillement, c'est pas préparé, tu sais, dans le sens que si on veut être positif ou optimiste, on va se pratiquer, on développe. C'est comme une façon de voir la vie, mais c'est quelque chose qu'on pratique, qu'on va faire des efforts, puis on va s'habituer à voir la vie comme ça. Quand on parle d'émerveillement, à mon sens, à moi, l'émerveillement, c'est pas quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose, c'est une surprise. C'est comme, tu t'attends à rien, tu fais rien, puis là, tu vois quelque chose, puis wow! Fait que c'est de s'ouvrir. J'ai l'impression que l'émerveillement, c'est pas tant quelque chose à développer, mais c'est à s'ouvrir la possibilité d'être surpris par des belles choses de la vie et d'avoir cette ouverture-là pour pouvoir avoir les yeux pour les voir puis les oreilles pour les entendre, ces surprises-là qui sont merveilleuses puis qu'on ne s'attend pas à ça. Donc, c'est là que l'émerveillement peut nous aider à aller mettre des petites étincelles de lumière dans notre vie, même si à certains moments, ça va pas bien. Donc, la section sur l'émerveillement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ensuite de ça, j'ai mis un petit post-it à la section de la gratitude. La gratitude, c'est pas pareil comme l'émerveillement. La gratitude, c'est de reconnaître et d'apprécier ce qu'on vit de beau et de bon, même quand on vit des choses difficiles aussi. Tu sais, la vie n'est pas noir ou blanc, hein? C'est pas bien ou mal, il y a des beaux moments quand ça va mal, puis il y a des choses qui accrochent puis qui sont pas idéales quand ça va bien aussi. Tu sais, c'est tout ça. Donc, c'est la capacité de garder un œil aussi sur ce qui va bien, même quand ça va mal. Puis là, ici, on a une section, je trouvais intéressante, les freins à l'expression de la gratitude. Une étude a été menée par l'Université de Chicago Booth School Businesses pour mieux comprendre comment est vécue la gratitude. Les chercheurs ont invité les participants à écrire à quelqu'un qui leur a changé la vie de manière positive, puis à évaluer si cette personne allait être surprise, heureuse ou embarrassée par ce message. Ils ont ensuite interviewé les destinataires pour évaluer leur ressenti réel.
cette enquête a montré que les participants sous-estiment considérablement l'émotion positive que va susciter leur marque de gratitude chez les destinataires. Donc, on pense que ça pèse pas tant que ça, c'est pas tant important, mon message de gratitude. C'est une goutte d'eau dans sa vie, probablement, que ça change rien. Ça a été aussi noté que les participants surestiment un présumé sentiment de malaise des destinataires face à cette expression de leur reconnaissance. Une personne qui a de la misère à accepter et accueillir les compliments va penser qu'elle va mettre les autres mal à l'aise si elle fait un compliment ou si elle parle de reconnaissance. Ça, on appelle ça de la projection. Donc, il faut faire attention à ça. Un autre élément qui a été ressorti de cette étude-là, c'est que les participants sont préoccupés par l'idée de ne pas être capables de bien exprimer leur gratitude. Puis ça, peut-être vous l'avez déjà vécu. Vous voulez nommer à quelqu'un d'important pour vous, en quoi et comment cette personne-là est importante pour vous. Puis c'est tellement difficile parce que c'est comme les mots sont pas assez puissants, sont pas assez profonds. Il n'y a pas les bons mots pour nommer et représenter exactement comment je me sens. Fait que c'est comme si tu t'exprimes, mais tu as envie d'écrire fois 1000 après. Parce que les mots, ils sont juste pas assez puissants pour nommer ce que tu veux dire. Puis ça arrive à tout le monde parce que les émotions sont fortes. Puis là, on utilise des mots. Des mots, c'est pas des émotions. Donc, ça c'est pas équivalent en intensité. Sauf que faut savoir que les mots qu'on va utiliser puis la façon qu'on va le dire à la personne, ça va laisser transparaître l'émotion puis l'intensité qui est là. Donc, ça s'arrange, mais souvent, dans ces cas-là, puis ils l'ont vu dans l'étude, il y a un malaise de dire « j'ai pas les mots de toute façon, ça donne rien ». Non. C'est important de le faire pareil. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu aussi que les destinataires, en revanche, se sont déclarés heureux simplement en raison du geste. Et ce, quels que soient les mots choisis dans la lettre de remerciement. Donc, ils apprécient vraiment, vraiment le geste. Cette étude a démontré que ce geste prosocial est bénéfique autant pour celui qui s'exprime que pour celui qui reçoit. Donc, exprimons notre reconnaissance, notre gratitude pour les personnes qui nous font du bien dans notre vie. Dans ce livre-là, on nous parle aussi du chemin du pardon, qui peut être un gros défi, un gros morceau pour bien des gens. Donc, on nous dit ici, lorsque vous êtes blessé, votre système nerveux a le réflexe naturel de se contracter afin de se défendre contre de nouvelles attaques. Refuser le pardon, c'est donc un réflexe naturel et sain pendant un certain temps, celui nécessaire à la cicatrisation. C'est intéressant, là. Mais si cette position perdure dans le temps, vous fermez votre cœur à la bienveillance, à la compassion et à l'amour. Le chemin de la guérison et de la transformation est souvent décrit comme la voie du pardon, celle qui ouvre l'armure qui emprisonne le cœur. Votre premier pas est peut-être de vous demander si je ne m'accrochais pas à ces reproches, si je lâchais prise, que pourrais-je alors ressentir? On est à une autre étape, là. On est à une autre étape, mais c'est pour vous montrer que dans ce minuscule livre-là, on passe vraiment toutes les étapes. Très intéressant. Puis, tu sais, quand on lit un livre, là, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout faire ça maintenant. Ça veut dire que c'est des réflexions. Puis souvent, comme n'importe quelle réflexion, il y a des éléments qui vont mijoter, qu'on va oublier, qu'on va laisser aller, mais ça continue de mijoter en arrière-plan, puis on verra où est-ce que ça peut nous amener un jour. Dans ce livre-là, dans la partie 4, dans ces leçons de bienveillance venues d'ailleurs, j'aime beaucoup, on nous parle les 4 règles de vie qui nous disent que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions, faites toujours de votre mieux.
Donc, on est dans nos accords Toltec. Quand même intéressant comme approche. Puis il y a différentes approches là-dedans pour nous aider à explorer certaines croyances, explorer aussi certaines perceptions, interprétations, façons de voir les choses, pour voir si on gagnerait à explorer une autre façon de voir les choses qui pourrait nous soutenir au lieu de nous retenir ou de nous nuire. Donc, c'est purement intéressant d'ouvrir nos horizons et d'essayer de voir s'il n'y a pas une autre façon. C'est un peu ça l'approche ici. Il y a un exercice dans ce livre-là qui m'a vraiment touchée beaucoup. Ça s'appelle « Les paroles de soi ». Ça ne doit pas être facile à faire, mais c'est un bel exercice. Donc, mettez-vous debout, solidement ancré sur vos pieds, et dressez votre autoportrait de manière poétique, métaphorique, avec vos mots à vous. Laissez l'inspiration vous murmurer votre mantra, celui qui vous fera rayonner de toute votre humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, l'exemple qu'on a dans le livre, « Je suis Alexia, amie sage et loyale, cette fleur de lotus qui apaise les âmes. Me voici portée par la brise du soir pour consoler les chagrins du jour. » C'est un bel exercice de bienveillance envers soi, d'estime de soi, d'amour de soi, donc des paroles de soi. J'ai trouvé ça beau, ça m'a touchée. Tu peux aussi faire des paroles pour quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, ici, toi, Thomas, frère et ami fidèle, solide comme le roc, agile comme l'écureuil, tu apaises et rassures. Donc, on nous parle ici d'offrir des louanges, d'honorer, de s'honorer soi-même, d'honorer les autres. Wow! Vraiment, vraiment beau. Puis mon dernier petit post-it ici que je voulais vous partager, c'est une belle citation de Pierre Rabhi qui dit « La beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, le partage, la compassion. Toutes ces valeurs qui amènent à une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. » Donc, je trouvais ça beau dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide de pouvoir explorer ce petit livre-là parce que je pense que prendre soin de soi, avoir une hygiène de vie qui va dans le sens de la vie, c'est une façon de prévenir aussi la détresse. Donc, minuscule petit livre, un vrai petit trésor que j'apprécie vraiment beaucoup. Je vais vous mettre sous la vidéo un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce livre-là. Et je vais vous mettre sous la vidéo aussi tous les endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour explorer tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale, au cheminement personnel. À tous les jours, je vous partage des exercices, des approches, des techniques, des réflexions, des conférences, des activités qu'on fait ensemble pour aider dans notre cheminement personnel. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous et je vous dis à la prochaine. Bye!